Nous allons poursuivre notre action métaphysique et nous avons commencé par affirmer une thèse selon laquelle l'étant est. Je disais que nous devons mettre de l'ordre entre les notions d'être et d'étant, d'existence et d'essence. Qu'est-ce qui distingue ces notions? Qu'est-ce qui les rapproche? Nous avons d'emblée affirmé une thèse audacieuse face à la thèse de Heidegger, pour qui il y a entre l'être et l'étant une différence ontologique. Encore faudra-t-il comprendre la façon dont Heidegger lui-même distingue l'être et l'étant. Donc il faut que nous saisissions bien le sens de ces expressions d'être et d'étant, d'existence et d'essence. Lors de la dernière séance, nous avons vu comment comprendre la notion d'existence à la lumière du concept de pré-étant. L'étant est précédé d'un pré-étant, dit Victorinus. Mais ce pré-étant n'est ni un sur-étant, ni un non-étant. Qu'est-ce qui le caractérise? Victorinus nous dit le pré-étant est inintelligible, infini, insubstantiel, invisible et impensable. Autant de caractéristiques de l'un des néoplatoniciens. Et nous savons, nous l'avons dit, Victorinus est un néoplatonicien. Si le pré-étant se caractérise comme étant inintelligible, infini, insubstantiel, invisible, impensable, l'étant, lui, est intelligible, pensable, visible, substantiel. Et l'étant accède à l'effectivité, parvient à se manifester en existant, c'est-à-dire en sortant d'eux, en provenant d'où? De quoi est-il la manifestation? Victorinus nous dit qu'il est là, précédé du pré-étant. De quoi donc est-il la manifestation? De lui-même ou d'un autre? Certainement pas de lui-même, puisqu'il n'est pas le pré-étant d'où il provient. L'existant, donc l'étant, est la manifestation de ce qui est caché et reste retiré, de ce qui demeure en retrait de l'être, hors de l'étant. La manifestation de ce qui est caché et reste retiré, de ce qui demeure en retrait de l'être, c'est-à-dire hors de l'étant. La manifestation est dévoilement de ce qui est originairement caché, non manifeste. Exister, c'est donc se rendre visible, c'est advenir en provenant d'autre chose, rendre manifeste ce qui ne l'était pas. L'existentia suggère un mouvement du dedans vers le dehors, une advenue de ce qui restait en retrait, un processus donc d'extériorisation. Si l'étant donc est pur mouvement, non au sens accidentel de déplacement dans l'espace, mais de changement substantiel, si l'étant donc est extériorisation, s'il existe, il n'est pas. Il n'est pas, nous le verrons, parce que être, c'est une affirmation de soi comme ce qui est, immuable, à la manière de Parménide, nous y reviendrons. Entre l'étant et l'être, il y a donc ici une différence ontologique, au sens où être, ce n'est pas exister. En existant, l'étant apparaît comme le produit d'une poussée hors de soi. Il sort de ce qui n'est plus lui. Il est jeté dehors, projeté. D'où sort-il?
où il est précédé par le silence et l'immobilité de ce qui est absolue suffisance de soi et n'a pas à aller dehors. Il s'agit alors de l'être en tant qu'être, ou il s'agit de l'un comme en néoplatonisme. Et alors l'étant existe, rejeté par l'un, menacé dans son unité par tout ce qui s'ajoute à lui. Cet un s'affirme donc comme une force d'expulsion qui nie ce qui le nie. Donc voyez, soit nous nous trouvons dans la logique d'une philosophie de l'être, soit nous nous trouvons dans la logique d'une philosophie de l'un. Dans ces deux cas de figure, l'existence renvoie à ce qui la précède. Elle est la manifestation de sa propre origine. Mais son origine est-elle origine de soi, comme en phénoménologie? Heidegger dit que le phénomène est ce qui se manifeste à partir de lui-même. Donc, où son origine est origine de soi, comme en phénoménologie, où l'être existe et se laisse voir à partir de lui-même, se montrant tel qu'il se montre à lui-même. Dans la logique d'une philosophie de l'un, cette manifestation suppose un arrachement à soi, une perte de simplicité, une remise en cause de l'unité en tant qu'unité. À l'éternelle et silencieuse immobilité, immutabilité de l'un succède le mouvement de sortie dans le bruit et la fureur. L'existence relève du mouvement de sortie hors de soi, du dedans au dehors. Mais de quel dedans? Ce mouvement exprime une énergie qui est une force de rejet de tout ce qui n'est pas l'un. Cette force n'est pas l'énergeia, l'énergeia tel qu'Aristote l'entend, ni l'actus essendi, l'acte d'être de saint Thomas. Ce n'est pas un acte d'être, mais un acte d'exister, d'expulser. Le stagirite exclut en effet le mouvement de sa conception de l'acte pur. Le mouvement est passage de la puissance à l'acte. Et ce passage n'est pas une extériorisation pour Aristote. Ce qui est en acte caractérise l'être substantiel, alors que l'un est pure puissance, entendue comme force aveugle, c'est-à-dire une force de négation de tout ce qui nierait l'un en s'ajoutant à lui. Il est vital pour l'un de nier ce qui le nie. Nicolas de Cuse construira le concept de possessed, de pouvoir-être, pour définir ce pouvoir qui est un acte d'exister, non un acte d'être. L'étant donc existe, il provient de cette force d'extériorisation, d'expulsion qu'est l'un. Mais l'un n'est pas. Comme l'un dont il est l'image irréelle, puisque l'un n'est pas, comme l'un dont il est l'image irréelle, l'étant n'est pas. L'un en soi est stérilité et absence de toute relation à un autre que soi. C'est pourquoi il ne peut s'intelliger sans sortir de soi. Avicenne avait montré que l'intellect, en s'intelligeant, se donne l'être en dehors de l'un. Autrement dit, l'intellect résulte d'un processus d'autoconstitution de soi en tant qu'il intellige. L'intellect s'intellige tourné vers l'un qui ne saurait s'intelliger lui-même. Car l'un ne peut pas s'intelliger lui-même sans risquer de perdre son unité. Car en s'intelligeant, il serait à la fois l'un qui est intelligé et ceux qui l'intelligent. Il serait deux. Et c'était bien le reproche que faisait Plotin à Aristote de définir son principe comme la noésis noéséos, l'intellect qui s'intellige. Évidemment, Aristote répondrait à Plotin, mon cher Plotin, ce n'est pas l'un qui m'intéresse, c'est l'être. Cette réduction donc de l'existence, de l'existentia, à un mouvement d'extériorisation conduit à réduire l'étant à l'existence et à opposer l'étant et l'être comme acte d'être. Ainsi, Heidegger peut affirmer l'essence de l'étant est d'exister.
Si l'existence est mouvement d'extériorisation, si elle exprime la rupture de l'identité de l'un avec l'un, cette rupture prend tout son sens dans le cadre d'une philosophie de l'un en tant qu'unité pure et nue. L'étant, dans cette perspective, c'est-à-dire l'existant, résulte du rejet hors de soi de l'un. Il est projeté vers l'extérieur, c'est-à-dire dans le non-un, dans le multiple. Et en se projetant vers l'extérieur, il s'auto-détermine, c'est-à-dire que son existence est autodétermination dans la mesure où elle est entrée dans la finitude. La première autodétermination est précisément l'intellect, qui se donne l'être en s'intelligeant. Mais se donner l'être en s'intelligeant signifie exister dans le non-un et s'exposer à une division sans fin, ce qu'Avicenne avait exprimé sous la forme d'une multiplication des intellects. La série des intellects s'achevant dans l'intellect agent, source de tout ce qui est multiple dans ce monde visible. Mais conformément à la prescription d'Aristote, selon laquelle on ne peut aller à l'infini dans la division, il faut s'arrêter. Ananke stenai. C'est pourquoi l'intellect doit faire nécessairement retour sur soi. Il est intellect qui s'intellige, noésis, noéséos, il est un acte pur d'intelliger qui n'est pas encore l'acte pur d'être, actus purus essendi, tel que Thomas d'Aquin l'établira. Ce retour sur soi transforme le mouvement d'extériorisation, l'existentia, en un mouvement inverse d'intériorisation, de recueillement, d'insistentia. Cette insistance réunit dans l'intellect tout ce qui est dispersé. L'intellect sauve de la dispersion la totalité des existants, des étangs. Telle est la structure de pensée néoplatonicienne qui situe l'un au-delà de l'étang. Epekeina tes ousias, on s'en souvient. L'intellect résulte du mouvement de sortie hors de l'un qui doit rester indétermination pure. Tout ce qui est déterminé dans le monde multiple est ainsi rendu intelligible par et dans l'intellect. L'intelligibilité est octroyée par la forme qui constitue l'étang en le déterminant. La question sera de savoir quel est le statut de cette forme. Est-ce celui de l'eidos platonicien? Est-ce la morphée aristotélicienne? Ou la forme s'origine-t-elle dans l'intellect, comme le pense Duns Scott? Ou l'intellect tire par abstraction la forme de l'étang, indissociablement composé de forme et de matière, comme le pense l'aristotélisme? La forme intelligible assure la manifestation de ce qui se présente en dehors de l'un, c'est-à-dire dans le non-un, dans la détermination de ce qui est limité par une essence. L'un se retire au moment précis de la séparation, quand la sortie s'effectue. On pourrait dire l'un se cache en se retirant, en insistant. Les étangs, eux, se montrent en existant. Le fondement, si l'on peut dire fond au sens de fondre, sans fonder l'étang. Un abîme s'ouvre donc au cœur de l'étang. L'étang, réduit à la forme, se trouve sans fondement, suspendu dans le vide. Il fait l'expérience de son existence dans l'angoisse. L'angoisse est bien l'effet du néant, comme l'affirmait Kierkegaard. Dans les seconds analytiques, Aristote énumère les 4 questions constitutives de la science, de ce qui permet de connaître ce qui est. Il distingue le fait, to oti,
transcrit Tooti, Théo, comme ça se prononce, plus loin, H-O-T-I. Il distingue donc le fait Tooti, le pourquoi, To-dioti, D-I-O-T-I. Puis, il pose la question de savoir si la chose est, ei esti, et ce qu'elle est, ti esti. Donc, 4 questions constitutives du vrai savoir, de la connaissance de ce qui est. La distinction du ei estin, c'est-à-dire si cela est, et du ti esti, c'est-à-dire qu'est-ce que cela est à l'origine de la distinction entre l'être et l'essence. Cette distinction implique-t-elle une différence dans les temps? Nous verrons que cette distinction est de nature intellectuelle et que ce que l'on peut distinguer intellectuellement, nous l'avons déjà dit et vu, dans les temps demeure un ontologiquement. L'abstraction intellectuelle ne consiste qu'à voir ce qu'il y a dans les temps en distinguant intellectuellement ce dont il est composé, à savoir la matière et la forme, l'essence et l'être. Donc, la question est de savoir si cette distinction implique une différence dans les temps entre l'être et l'essence. Oui, si on entend existence au sens factuel, c'est-à-dire au sens d'un fait, to-oti, ou au sens, si l'on veut, événementiel, c'est-à-dire jeté, se présentant là, hors de l'un et hors de soi, sans essence. Nous verrons alors que la différence ontologique entre l'être et les temps recoupera la distinction réelle entre l'être et l'essence. Mais cette distinction n'implique pas une différence dans les temps si on considère que ce qui existe est certes les temps, l'existentia, le Dasein, qui se trouve là, dehors, mais qui est, en vertu cette fois-ci, d'un acte d'être qui le constitue du dedans, conformément à ce qu'il est, c'est-à-dire à son essence, et déterminé, limité par cette essence. L'être est ce qu'il est. L'être de l'étant est l'être de ce qu'il est, de ce que cet étant si est. Ici, nous voyons que le Dasein, que l'être, que l'existant, ne se ramène pas à être suspendu dans le vide, jeté hors de l'être, mais au contraire constitué par un acte d'être qui ne le jette pas dehors, mais au contraire le constitue du dedans. Nous y reviendrons. Le terme latin d'existentia a été inventé tardivement par Marius Victorinus. La langue grecque ne semble pas disposer d'un terme équivalent, comme c'est le cas pour essai en latin, einai en grec, ens étant en latin se dit on, essentia essence en grec se dit ousia, substantia en grec se dit hypostasis, ce qui est dessous, et subsistentia se dit en grec ousiosis. Nous y reviendrons. Il a été cependant suggéré de trouver le sens factuel d'existentia dans l'expression grecque uparxis. Le mot se compose de upo, ce qui est dessous, ce qui est avant, ce qui est au fondement, du commencement, arché, upo-arché, uparxis. Uparxis reçoit une dimension existentielle et semble affecté d'un sens neutre et très large en grec. Et il convient au fait d'être là, oui, d'exister. Le verbe uparkein pourrait dès lors se traduire existere, au sens où exister, c'est-à-dire sortir de, cette fois-ci, signifie commencer d'être. Être exposé, posé là dehors, mais en commençant d'être. L'étant existe, dans cette perspective, parce qu'il a reçu l'être. Et nous verrons, les latins définiront l'étant comme un ens, un étant, abens esse, ayant l'être. Voyons qu'ici, il y a en effet une distinction entre l'être et l'étant, mais c'est pour ramener l'étant à son fondement, qu'est l'être. Nous y reviendrons. L'étant n'est donc pas exposé
expulsé hors de l'être, comme il est dans une philosophie de l'un qui expulse, hors de l'un, l'un lui-même expulsant, niant tout ce qui le nie, tout ce qui s'ajouterait à lui, et qui en finirait avec la pureté de son unité. L'étant ne sort pas de l'être, par conséquent, nous le verrons, mais du néant. Et le néant, c'est le non-étant. Il faudra distinguer le non-étant et le non-être. Le non-être, on le verra, n'est pas le contraire de l'être, car l'être n'est pas la négation de ce qui le nie. Il n'est pas un non-être. L'être est, il n'a pas à s'affirmer en niant ce qui le nie. Il est dans la pureté d'un acte d'être, immuable, infini, éternel. Nous avons vu comment comprendre existentia, comment nous l'avons ramené au grec et comment nous l'avons distingué du grec uparxis. Revenons sur la notion d'étant en grec, toon ensia. Le participe neutre pluriel en latin équivaut au grec ta onta. Et cette expression s'est apposée tardivement. La forme en latin est a que sunt ou que sunt, les choses qui sont, a prévalu jusqu'à ce que l'expression existentia finisse par prendre le dessus et retenir l'attention, en particulier dans les traductions de Denis l'Aréopagite par Jean Scott Erigen. Lucia, elle, est le participe présent substantivé au féminin singulier du verbe einai, c'est-à-dire du verbe être. Il se traduit par substantia, substance, ou essentia, essence. Cette double traduction est légitimée dans la mesure où essentia dérive du verbe esse et signifie ce qu'est une chose. Quod est. Son essence est le fait qu'elle est ce qu'elle est. L'existentia, non son essai, et ce par quoi elle est. Quo est. Nous retrouvons ici une distinction dont nous avons parlé au début de ce séminaire, qui est une distinction de Boès entre ce qu'est une chose, quod est, et ce par quoi une chose est, le quo est. Essence et être, ici, se distinguent donc comme le quod est et le quo est. Et nous aurons à y revenir. Dans les différentes traductions médiévales de la métaphysique d'Aristote, ousia est traduit systématiquement par substantia. La distinction aristotélicienne entre substance seconde, deutera ousia, par exemple l'homme en général, pour désigner tous les étants qui sont des hommes, substance seconde, et la substance première, la protéousia, pour désigner cet homme-ci, en particulier. Et cette distinction permet de recouper la distinction entre essentia et substantia sans les opposer. Il n'est nullement question ici de substantia au sens d'existentia, dans la mesure où existentia désigne le fait d'être, un état, être là. Il s'agit de considérer l'ousia comme étant en acte. L'acte, energeia, l'acte lousia, la constitue comme individu séparé, chorismon, c'est-à-dire un étant par soi, kat auto, un ceci, todeti. La substantia est constituée comme un étant unifié par son propre acte d'être, ce qu'il est, et non un autre. Elle est en acte ce qu'elle était en puissance. Ce que signifie l'expression grecque totien einai, traduite en latin littéralement quod quid erat esse, ce qui était être tout à l'heure et qui est toujours. L'essence lui donne d'être ce qu'elle est, essentia, mais elle ne lui donne pas d'être. L'étant est donc une unité d'essence et d'être. Et toute la question de la différence, de la distinction réelle au Moyen-Âge entre l'être et l'essence consistera à comprendre comment dans un étant, l'essence n'est pas l'être et l'être n'est pas l'essence. Et cependant, l'être et l'essence composent l'étant.
sont dans les temps indissociables. Nous pouvons les distinguer que de manière intellectuelle. Nous y reviendrons. L'existentia se présente donc à nous comme un résultat, comme l'effet de plusieurs causes conjuguées et unifiées. La cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale. Nous avons reconnu les 4 causes énoncées par Aristote. L'essence sans l'être n'est que cause exemplaire, sans efficience. À elle seule, elle ne saurait causer l'être de l'étang. L'étang n'existe donc pas sans l'être. Il n'existe pas, pourrait-on dire, sans être. Mais l'existence est un résultat. L'existence de l'étang est un résultat de cette composition d'essence et d'être. Un étang sans essence ne serait, pour ainsi dire, que existence jetée là, dans un monde absurde, inexplicable, puisque sans essence. Nous devrons revenir là-dessus. Dans une philosophie de l'un, exister, c'est sortir de l'être, qui est de trop pour l'unité de l'un. Quand Heidegger affirme que l'essence du Dasein est d'exister, il se rattache finalement à une structure de pensée énologique, philosophie de l'un. L'énergeia, on voudra, s'identifie alors non pas à un acte d'être, mais à cette force d'expulsion à laquelle l'un se réduit finalement pour nier tout ce qui le nie et se maintenir dans son unité, fragile en quelque sorte, toujours exposé à disparaître dans le multiple dès lors que l'un céderait, pour ainsi dire, à la tentation d'être. Mais l'un n'est pas, et rejette tout ce qui s'ajoute à lui, et n'est pas lui. L'un est donc ce néant qui néantise, dont parle Heidegger, ce Nichts qui nistet. Le néant néantise, dit Heidegger, le Nichts nistet. Et en effet, ce néant, c'est le néant de l'un, qui empêche d'être tout ce qui pourrait s'ajouter à lui, il néantise. Et le Dasein se retrouve donc jeté dans le monde, expulsé, existant là dehors, jusqu'à l'épuisement de l'énergie qui le fait exister, et paradoxalement, qui le néantise. C'est un être pour la mort, nous dit Heidegger, condamné à disparaître pour rendre l'un à son néant. Voyons maintenant, puisque nous l'avons évoqué, l'expression energeia. On voit en quel sens négatif energeia peut signifier existentia. Elle est une sorte d'expulsion. L'acte de l'un qui nie l'étang qui le nie, ce n'est pas un acte d'être constitutif de l'étang. Il n'y a pas d'acte constitutif de l'étang. En tant qu'acte, l'être de ce qui est n'est pas ce qui projette l'étang au dehors, mais le constitue du dedans. Et c'est en ce sens que nous pouvons dire que l'étang est. Il n'existe pas. L'energia peut alors prendre un sens positif, d'acte d'être. Elle ne se réduit pas à l'existentia, à une actualitas, c'est-à-dire à un fait, un état, mais à un étang dont l'être lui donne consistance. Il nous faut maintenant passer en revue l'expression extasis. Ce que nous venons de dire, en effet, rapproche le sens du mot existence de l'extasis, qui signifie ce qui se tient, stat, demeure, stasis, à partir d'un ailleurs, à partir, d'un ailleurs. Aristote en fait usage dans les traités de philosophie naturelle au sens de déperdition d'être, de destruction. Un amoindrissement de tout ce qui se meut, le mouvement défait ce qui est. Et quand il s'agit cependant de la science de l'étang en tant qu'étang, le mouvement est défini comme passage de ce qui est en puissance à ce qui est en acte, pour Aristote, nous le savons. Et pour la raison que ce qui est ne saurait se diviser en être et en non-être.
car rien ne peut sortir de rien pour les Grecs. Et c'est une vérité universelle, on l'a vu. Rien ne peut sortir de rien. L'énergeia est ainsi ce qui donne à la substance, à l'étang substantiel, sa consistance et sa permanence, en tant qu'acte d'être, en tant qu'énergeia, c'est l'acte, n'est-ce pas? C'est l'acte d'être. Il n'en va pas de même dans la philosophie de l'un, pour laquelle l'étang, comme on l'a vu, sort de l'un, et sortant de l'un, existe, en se dispersant dans le non-un, c'est-à-dire dans le multiple. Et en ce sens, on peut dire en effet que l'étang existe, que l'essence du Dasein est d'exister, comme dit Heidegger. Mais l'étang, dans ce cas, n'est pas. Pour la philosophie de l'un, toute sortie est négative et négatrice de l'unité de l'un. L'un n'est pas et ne peut ni ne doit être. En revanche, pour une philosophie de l'être, tout ce qui est ne sort pas l'être de lui-même. Car l'être est, il n'existe pas. L'être, en effet, ne peut pas sortir de lui-même, car hors de l'être, il n'y a que non-être, comme hors de l'un, le non-un. Mais alors que l'un, c'est la négation du non-un, c'est un non-non-un, l'être n'est pas un non-non-être. L'être n'a pas à nier le non-être pour être, voyez-vous, c'est cela qu'il faudra saisir. L'être donc de ce qui est, l'être de ce qui est, par conséquent, est autonome. Et toute la question est de comprendre comment ce qui est un parce qu'il est peut être multiple sans cesser d'être. Et la réponse d'Aristote, vous le savez, sera d'affirmer que l'être, on peut le dire de plusieurs façons, sans remettre en question l'être en tant qu'être. La question donc se pose de savoir s'il fallait vraiment recourir et inventer avec Victorinus le mot existence. Revenons un peu sur le sens d'existere. Existere n'a pas le sens d'essai, nous l'avons compris, je crois, à l'heure qu'il est. Esse, einai, signifie être, au sens où l'être ne s'oppose pas au non-être pour être. L'être n'est pas le résultat de la négation du non-être, comme l'un en tant qu'identité de soi avec soi, l'identité logique. Ce n'est pas l'unité ontologique de l'être qui, en tant qu'il est, ne peut pas se diviser et en ce sens il est un. Mais l'être est un, alors que l'un n'est pas. Il n'y a pas de convertibilité entre l'être et l'un dans une philosophie de l'un. L'un est au-delà de l'être. Et l'un est un résultat. Il est le résultat d'un retour sur soi. Et nous retrouverons ce processus dans la philosophie Hegel également. Mais l'être n'est pas le résultat de la négation du non-être, comme l'un est le résultat de la négation de ce qui le nie. Car l'être est l'être de l'étant, donc. L'être ne vient de nulle part. Il est indivisiblement. Il est immuable, éternel. Le poème de Parménide, nous nous en souvenons, avait égrené, si je puis dire, déduit ces qualités de l'être en tant qu'être. Être, c'est la merveille des merveilles. La merveille des merveilles, et non pas qu'il y ait de l'être, mais si l'on y réfléchit bien, que l'être soit. Ce qui est le plus étonnant, c'est finalement qu'il n'y ait pas rien. Et vous voyez ici le réalisme de l'aristotélisme, le réalisme aristotélicien, de la tradition aristotélicienne, et que justement, il faut d'abord s'assurer qu'il y a de l'être pour pouvoir philosopher. Ei esti. Est-ce que cela est vraiment? Il faut que les choses soient pour que nous puissions les intelliger. Qu'il n'y ait pas rien. Voilà ce qui est étonnant. Alors que pour une philosophie de l'un, cet étonnement, à savoir comment se fait-il qu'il n'y ait pas rien, a un tout autre sens. Elle signifie en effet, cette question, cet étonnement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas rien, elle signifie comment se fait-il que l'un ne soit pas resté un, c'est-à-dire sans l'être. C'est la différence.
Et c'est pourquoi la question que Heidegger se pose en rééditant la formule de Leibniz, à savoir comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien, cette formule de l'étonnement proprement philosophique a le sens d'un étonnement non pas sur le fait qu'il y ait quelque chose, mais d'un étonnement du fait qu'il n'y ait pas plutôt rien. Voilà le ressort d'un questionnement qui évidemment nous plonge dans l'émerveillement, à moins qu'il ne nous plonge dans l'angoisse. S'il fallait reconnaître que seul le rien, seul le néant néantise, s'il fallait reconnaître le néant néantise comme une force d'expulsion de tout ce qui est, s'il fallait comprendre que tout ce qui est de trop pour l'éternité, de trop pour la pureté de l'un, voyez comment la même formule, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien, peut prendre deux sens opposés selon que cette formule s'exprime dans le cadre d'une philosophie de l'être ou selon qu'elle se pose dans le cadre d'une philosophie de l'un. Bien, nous l'avons vu. Existere signifie ce qui sort de quelque chose qui le précède. Ce qui existe et ce qui se montre, avons-nous dit, ce qui se présente là, dehors, se manifeste, se trouve là, provenant d'ailleurs. Existere suggère un surgissement, une manifestation, une advenue à partir d'un mouvement d'extériorisation. L'existence exprime donc les faits d'une cause. La provenance renvoie à une antériorité, un préétant, ce que Victorinus appelle un préétant. Une antériorité dont la provenance elle-même ne peut renvoyer sans fin à une autre provenance. C'est ici que l'ananke stenai d'Aristote, il faut s'arrêter dans l'acte de diviser, prend tout son sens. On ne peut diviser sans fin. La division ne peut aller à l'infini. Il faut s'arrêter à un indivisible. Et c'est ainsi que l'existéré prend un autre sens et renvoie à l'essai, car être, c'est être indivisible. L'être, en effet, ne saurait se diviser, car il se diviserait en être et en non-être, ce qui est inconcevable, car l'être ne peut à la fois être et ne pas être. C'est le fondement du principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction a un fondement ontologique. La logique repose sur ce fondement ontologique. C'est parce que l'être est qu'il est un. Ce n'est pas parce qu'il est un qu'il est. L'être, donc, n'existe pas. L'être, en tant qu'être, ne saurait sortir de lui-même sans cesser d'être. C'est pourquoi l'étant ne peut exister sans être. En effet, si exister, c'est sortir de constamment, être projeté hors de soi, devenir autre sans cesse, c'est ne pas être, c'est pouvoir être un autre sans cesse. Or, pour l'être, être un autre, ce serait être un non-être. Mais l'être ne peut pas ne pas être. L'être est nécessairement l'être qu'il est. C'est pourquoi les latins parleront de l'étant qui existe comme un ayant l'être, un habens esse. L'étant est donc un existant qui a l'être. Il a l'être comme l'ayant reçu, et l'ayant reçu, il ne peut l'avoir reçu que d'un autre, car il ne saurait se donner l'être. Donc, l'étant est. Il n'est pas simplement jeté dehors, existant sans être, suspendu donc dans le vide du néant. L'étant existe parce qu'il est, parce qu'il a reçu un être, mais il n'est pas parce qu'il existe. Car il n'est pas l'origine de lui-même. Il ne provient pas de lui-même. Exister est un fait et un effet. Être est un acte et une cause. L'existentia prend ainsi le sens de choses créées, un étant qui a reçu l'être d'un autre. C'est une caractéristique de la pensée médiévale, c'est-à-dire d'une pensée qui a hérité de la notion de création que les Grecs ignoraient.
Pour les Grecs, le monde est éternel, car rien ne pouvant sortir de rien, la conclusion est logique, le monde est éternel. Alors que pour les médiévaux, qu'ils soient philosophes juifs, philosophes chrétiens ou philosophes musulmans, se rallient tous à l'idée de création ex nihilo. Nous y reviendrons. Donc, deux sens du mot existere. Exister, c'est recevoir l'être. L'étant est un abens esse. L'étant est ce qui a l'être. Ens est abens esse. Cette proposition souligne la différence et en même temps l'appartenance de l'étant, ou maintenant on peut dire aussi l'existant, à l'être. Sans l'être, l'étant n'existerait pas. C'est-à-dire qu'il ne commencerait pas d'être. Vous vous souvenez du sens du verbe grec uparkein. Upo et arché, commencement. Il sortirait de rien, or de rien, rien ne peut sortir. Et c'est ici que prend son sens l'expression qui revient souvent sous la plume de Heidegger et qui prend un sens conceptuel, technique, à savoir le Es gibt. Es gibt exprime le néant de la provenance. Es, en allemand, est neutre et ne veut rien dire. Et on le voit bien dans la traduction littérale qui est « cela donne ». L'expression « est », « cela » n'est rien. D'où la question, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas plutôt rien, puisque cette donation a sa source nulle part. Et c'est pourquoi cette question chez Heidegger prend une saveur énologique, dans la mesure où l'énologie, la philosophie de l'un, affirme que l'un n'est pas. L'être est donc donné à l'étant. L'étant est ce qui a l'être. Il existe donc hors du non-être. Il est dès lors qu'il reçoit l'être. Il s'agit donc bien de l'être de l'étant. L'étant est. Mais l'être n'existe pas. L'être n'existe pas parce qu'il ne sort pas de soi. Sortir de soi pour l'être, on l'a dit, ce serait cesser d'être. L'être reçu n'est donc pas l'être qui donne. Il est l'être donné. Mais ce don de l'être n'est pas l'être du donateur. Il appartient à l'être du donataire. Donc l'acte de donation est un acte transitif. L'être donne à un autre que soi. Il donne à l'autre d'être un autre être, un étant. L'être ne se donne pas à lui-même l'être. Et en ce sens, ce n'est pas un étant qui existe comme un étant donné. En d'autres termes, l'acte de donation ici est un acte de création ex nihilo. L'être qui donne l'être à l'étant ne saurait se donner l'être puisqu'il est déjà. L'être reçu est donc un autre que l'être qui donne. Il est l'être de l'étant qui désormais existe, là, dehors, mais en dehors du non-être. Il existe, et l'existence désigne la totalité des étangs créés en tant qu'ils ont reçu l'être. Vous voyez la différence qu'il y a entre une philosophie de l'être et une philosophie de l'un. Alors que l'existéré présente le caractère temporel et muable, l'essai renvoie à ce qui ne passe pas dans ce qui existe. Sans l'être, ce qui existe ne pourrait être un étang. Hoc quod habet esse efficitur actu existens. Ce qui a l'être est rendu actuellement existant. Donc on ne peut pas confondre l'être avec l'existence en tant que l'existence. L'existentia est actualitas. L'existence a reçu l'être. Ce qui n'est pas actuellement existant n'est pas. Exister exprime dès lors ce qui passe et se trouve dans le temps, mais sans être projeté hors de soi. L'être de l'étang reste présent à soi,
Sans l'être, le présent lui-même s'ouvrirait comme un abîme. Il n'y aurait pas de succession possible. L'instant lui-même ne serait pas tel le point indivisible qui court en donnant l'existence à la ligne du temps. Il serait un trou béant dans lequel tout ce qui apparaît disparaît aussitôt. Mais s'il n'en est pas ainsi, c'est parce que l'être ne peut devenir autre que soi. En existant, l'étant ne cesse donc pas d'être au moment où il est. L'être n'existe pas, il ne me maintient hors du non-être. Ce qui existe se réfère à ce dont il provient, c'est-à-dire à ce à quoi il doit d'être. L'être est ce qui permet à l'étant d'exister en subsistant en soi. L'existentia demeure rattachée à son origine par ce qu'il y a en elle de plus profond, à savoir son être. Un être reçu d'un être qui lui-même n'est pas reçu. Un être qui ne se reçoit pas et qui donne sans se perdre dans le geste d'une donation qui serait sans donateur et sans donataire, s'il ne s'agissait pas d'une donation transitive. Car une telle donation réduirait l'essai à l'existérer. Cette donation ne serait pas création, finalement. Être n'est donc pas exister. Exister, c'est être. Et être, c'est être individuellement, indivisible. Être, c'est être un. Mais notez-le, attention, l'être, ce n'est pas l'un. Être, c'est être un parce que être, c'est être individu, ici et maintenant. L'être, avons-nous dit, n'existe pas, car il ne peut sortir de soi sans cesser d'être. L'étant peut exister parce qu'il est, parce qu'il a reçu un être, mais un être qui lui-même reçoit une limitation, une détermination à être ce qu'il est dans un monde fini. Car cet être reçu, nous le verrons, se distingue de l'être non reçu qui ne s'est jamais donné à lui-même parce qu'il est infini, éternel, immuable, transcendant. On peut donc dire de l'étant qu'il est, à condition de ne pas confondre esse et existere. L'étant est littéralement ce qui est en train d'être. Il ne sort pas de rien pour aussitôt s'engouffrer dans le rien. Il demeure dans l'être. Il est ce qu'était être tout à l'heure. Tel est le sens que nous avons déjà rencontré de l'expression to ti ein einai, ou en latin quod quid erat esse. Il est ce qu'était être tout à l'heure et l'être qu'il sera encore. Être ne peut être et ne pas être en même temps. L'être permet à l'étant d'exister sans cesser d'être. L'être est donc ici déterminé par sa finitude et résulte de la causalité efficiente d'une donation qui est création, création ex nihilo. Car l'être de l'étant a commencé d'être. En ce sens, exister, existere, correspond bien au grec uparkein. C'est parce qu'il est qu'il existe. L'être n'est pas parce qu'il existe. L'être est donné une fois pour toutes et reçu dans les limites de ce qui le reçoit, c'est-à-dire de l'étant et de ce qu'est l'étant, à savoir son essence. Voyez ici la différence entre l'être et l'essence, se profiler. Mais l'étant ne se réduit pas à son essence. Il n'est pas parce qu'il est ce qu'il est. L'essence ne se donne pas à l'être. L'étant est, et est ce qu'il est. Nous avons fait la distinction entre quod est et quo est avec Boès, et nous retenons que ce que l'on peut définir d'une chose n'implique pas que cette chose soit, car tout étant est composé d'être et d'essence, qui se distinguent en lui, mais ils se distinguent sans se séparer.
ce que Heidegger appelle la différence ontologique entre l'être et les temps, et la différence entre l'être en tant qu'être et les temps en tant qu'intelligé. Les temps en tant qu'intelligé n'est pas. En effet, ce n'est pas parce qu'il est ce qu'il est qu'il est. Il n'est que s'il a reçu l'être qui lui permet d'exister ici, maintenant, et d'être ce qu'il est, sans cesser d'être et d'être ce qu'il est. L'essence et l'être s'unissent dans les temps sans se confondre, et ils se distinguent sans se séparer. La distinction est l'œuvre de l'intellect. Ce qui est distingué intellectuellement demeure uni ontologiquement. Ce qui constitue la réalité la plus profonde de l'étant est son être. Il se distingue de l'être d'un autre étant parce qu'il est fini comme lui, et étant fini, un être n'est pas un autre. Seul l'individu est. Ce qui est vraiment, réellement, est au cœur des choses, leur être propre, qui est hors de l'intellect qui l'intellige. Jean-Christophe Bardoux écrit ceci: une pensée de l'existence implique l'arrachement à l'essence, la reconnaissance d'un plan ontique irréductible à l'essence et à la forme. En conclusion, l'étant existe parce qu'il est, mais il n'est pas parce qu'il existe. L'être, en effet, ne peut sortir de soi, nous l'avons dit, nous y avons insisté, l'être ne peut sortir de soi sans cesser d'être. Il faut donc distinguer être et exister. Exister, c'est se trouver là, dehors, hors de l'intellect, et demeurer dans son être, l'être qui est cet être qui est ce qu'il est, être et essence. Mais il faut les distinguer sans les séparer, car ils constituent l'étant. L'étant, en ce sens, existe, l'étant existe au sens où il est hors du rien, ex nihilo, posé dans l'être, hors de l'intellect, car l'existence ainsi comprise est finalement l'être manifesté dans un étant limité à ce qu'il est par sa finitude.